Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Bruno Riondel, qui est docteur en histoire des relations internationales, professeur au lycée d'histoire-géographie, professeur d'histoire-géographie au lycée Louis-le-Grand, et auteur de ce livre, Considérations inconvenantes sur l'école, l'islam et l'histoire à l'heure de la mondialisation, et c'est aux éditions L'Artilleur. Alors, c'est très intéressant ce livre. Ce livre a été écrit, on en parlera avec Bruno Riondel, a été écrit il y a quelques années. Et effectivement, ce qui s'est passé autour de, il faut le dire, de la décapitation de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, ce qui s'est passé au niveau du rectorat, au niveau de la principale, au niveau des plaintes de parents d'élèves, etc., de façon absolument horrible et dramatique, il se passait déjà dans un certain niveau dans les années 2013-2015. Et Bruno Riondel, si vous avez écrit ce livre, c'est parce qu'à l'époque, vous rencontriez un certain nombre déjà, 2013, bien avant Charlie Hebdo, avant le Bataclan, il y avait déjà un climat qui était là. Vous étiez professeur où à cette époque-là? Alors moi j'avais un statut un peu particulier. Dans le jargon administratif, on appelle ça un poste de TZR, titulaire de zone de remplacement. Donc j'ai mes concours, mes diplômes, au même titre que les autres. Simplement, je change de poste chaque année, et des fois je suis sur 2 postes. D'accord. Donc cela m'a donné une expérience très, très diversifiée, puisque j'ai fait entre 30 et 40 établissements dans ma vie. D'accord, oui, c'est ça. Vous alliez d'un établissement à l'autre, voilà, en tant que remplaçant, etc. Voilà. Et en général, c'était où, dans quelle région? Vous avez des régions très différentes? Alors, j'ai commencé par la banlieue. Donc là, j'ai effectivement observé un certain nombre de choses. Et depuis une vingtaine d'années, j'étais sur la région parisienne. Enfin, sur Paris, tout simplement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui vous a amené? Parce que c'est important pour nos auditeurs. Livre que je recommande tout à fait. Il est d'une actualité totale. Parce que, effectivement, non seulement rien n'a changé depuis, mais les racines, je dirais, du mal, en tout cas, les racines de ce qui s'est passé sont déjà évidemment là. Donc qu'est-ce que vous avez assez vite rencontré, expérimenté, vécu? Alors je voudrais d'abord préciser 2 choses qui sont fondamentales. La première, c'est que le livre a été écrit il y a 5 ans, donc porte sur des expériences anciennes, et qu'aujourd'hui à Louis-le-Grand, je ne suis absolument plus concerné par ce type de problématique. Bien sûr. Donc c'est des souvenirs un petit peu anciens. C'est pas les voilà. Et deuxième chose que je voulais préciser, ce livre, je l'ai écrit beaucoup en pensant à mes élèves musulmans intégrés, parce que pour eux, c'est pas facile. Ils sont pris entre 2 feux. Ils sont pris des fois entre des jeunes radicaux qui vont leur reprocher de ne pas être islamiquement corrects, et ça on ne le dit pas assez. Oui, et ils peuvent être pris d'un autre côté dans le préjugé globalisant qui va les criminaliser parce qu'ils sont musulmans. Donc j'ai essayé aussi de dire les choses très franchement, très directement, en pensant à ces jeunes, en disant qu'il fallait absolument cesser d'être toujours un petit peu dans la demi-mesure, pour justement préserver ces jeunes que l'on cherche à intégrer ou à maintenir dans l'intégration. Oui, et puis qu'ils n'hésitent pas à se prendre en charge et eux-mêmes combattre cette radicalisation. Absolument, absolument. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, comment votre prise de conscience? Alors moi d'abord, j'ai été observateur. J'ai assisté à des tas de remarques depuis le milieu des années 90. Jusqu'au début des années 2010, qui m'ont montré que quelque part, on avait des gens qui étaient programmés un peu différemment, qui avaient un discours un peu différent. Je répète, des minorités. Des minorités, il faut être très précis pour pas... Et donc, j'ai entendu des remarques de tous ordres. Quel type, par exemple? Concret, précisément. Alors, par exemple, il y a un jeune, un jour, qui m'a dit que les cathédrales avaient été construites par des immigrants musulmans du Moyen-Âge. Je leur ai expliqué qu'il n'y avait pas d'immigrants au Moyen-Âge, et comme la société était chrétienne et que l'islam était une civilisation adversaire, il n'y avait aucun musulman en Europe. Mais ça, c'est... Et quand vous lui dites ça, il vous dit non, c'est pas vrai? Comment il répondait? Alors ça dépend, il peut vous dire que c'est pas vrai. Il peut aussi le dire un peu sur le ton de la provocation. Donc là aussi, on est parfois dans la provocation, mais toute provocation recèle un fond de vérité. Alors à nous de savoir si le fond de vérité est minime ou très très important. Donc quelque part, il faut prendre ça au sérieux, ce qu'on n'a peut-être pas toujours fait. Moi-même, j'ai pu rigoler parfois quand j'ai entendu certaines choses. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que on a une approche différente. Un historien en France, en Europe, en Occident, il a une démarche scientifique. On pose des faits et on en tire des interprétations. Le jeune intégriste, on va dire, qui est manipulé par des gens qui sont beaucoup plus fins que lui, eh bien, eux vont tordre l'histoire
pour la rendre islamiquement correcte, il faut qu'elle rentre dans les cadres coraniques. Et ça me faisait penser à l'histoire soviétique. En Union soviétique, il fallait tordre l'histoire pour la faire rentrer dans les cadres du marxisme-léninisme. Ça s'appelle l'idéologie totalitaire. Voilà, le totalitarisme. Il y avait un historien, Michel Heller, qui parlait à propos de l'Union soviétique de mensonge extensif. Eh bien, je crois que c'est la même chose. Nos jeunes radicalisés sont dans ce mensonge extensif qu'on leur met dans le crâne, quelque part, dans les cités. Et en fait, la réalité doit se formater, doit se mouler, doit entrer dans le moule de son idéologie à base religieuse, mais enfin déformée. Et donc, tout doit rentrer là-dedans. Absolument. Et vous l'avez dit, nous sommes face à un totalitarisme. Parce que l'islam, et cela aussi, je l'ai compris à force d'observer, ce n'est pas qu'une religion, c'est un système politique. C'est un système politique, c'est un système idéologique, et on ne peut pas dissocier le spirituel du politique. Et c'est ça le problème, à mon avis, majeur, auquel on se trouve confronté aujourd'hui. Et en fait, vous parlez de certains exemples, comme justement, effectivement, les cathédrales, l'exemple des cathédrales, mais est-ce qu'il y a aussi dans le comportement quotidien, est-ce que, par exemple, comment ça se passait, est-ce que vous avez eu, vous, des problèmes avec des parents d'élèves qui venaient, est-ce qu'il y a eu des incidents vous concernant directement ou pas du tout? Alors, moi, le livre, je l'ai écrit parce que j'ai eu un petit problème en 2010-2011 et j'ai eu un conflit avec mon administration qui n'a jamais voulu m'entendre. Donc c'est quelque chose que j'ai porté en moi. Je raconte dans le livre l'histoire de Monsieur P pour professeur. Cette histoire, c'est la mienne, mais j'ai voulu m'en distancier. J'ai voulu aussi, parce que je pense qu'étant fonctionnaire de l'éducation nationale, j'ai voulu commencer à conserver un devoir de réserve. Mais cette histoire, effectivement, elle remonte aujourd'hui terriblement. Mais est-ce que vous pouvez quand même, hors devoir de réserve, vous n'êtes plus dans ce lycée, est-ce que vous pouvez raconter un peu Je peux la raconter. Ça va être la seconde fois cette semaine. Vous voyez, je n'en parlais jamais avant et j'ai été interrogé par une journaliste du Parisien lundi et c'est sorti tout seul. Je me disais que c'était peut-être un effet du drame Samuel Paty, mais quelque chose en moi est sorti. Alors en deux mots, je ne vais pas développer trop. Bien sûr, mais... J'étais dans un lycée très communautarisé, comme on dit à Paris. Et donc en Seine-Saint-Denis à l'époque? Non, c'était sur Paris. Ah, sur Paris même. Voilà. Et donc dans cet établissement, alors je travaillais avec une collègue en binôme. C'était l'époque où il y avait des expériences pédagogiques, des professeurs de 2 matières différentes faisaient un projet commun. Donc je travaillais avec une professeure de communication. Et dans une classe qui est absolument charmante, d'une 30aine d'élèves, on a eu 5 ou 6 garçons qui ont eu des comportements qui n'étaient pas du chahut. Le chahut, on le connaît, on le gère, on l'affronte, on reste dans une relation normale. Là, c'était une sorte d'offensive, de violence, de provocation, quelque chose d'irrationnel. Moi, je le ressentais, je suis très intuitif. Je comprends. Et un jour, violent en quel sens? Dans le verbal Alors, verbalement, il y avait des provocations à chaque instant, mais c'était quelque chose d'autre qu'on ressent au niveau de l'intuition. Et donc, ma collègue a craqué un jour, elle a demandé à être... donc, elle a été déchargée de ses fonctions, et la proviseure m'a dit, vous continuez tout seul. Je lui ai dit, non, on est 2, c'est un binôme. Elle m'a dit, vous terminez l'année comme ça. Donc, moi, j'ai pris la classe, mais les gamins... je les appelle comme ça, c'est un peu affectueux, ont été comme encouragés, je dirais, à aller plus loin. Parce que la prof avait... Parce qu'ils avaient fait craquer la prof. Alors un jour, il y a eu la révélation, un jour, c'était des fois très tendu entre eux et moi, et il y en a un qui m'a dit, monsieur, nous, on est des adeptes de Tariq Ramadan. On écoute Tariq Ramadan, et nous, on pense que votre science est une science de mécréants. On ne croit qu'au Coran. Donc là, ça a été pour moi le choc. Là, j'ai vraiment découvert quelque chose qui était absolument incroyable pour moi. Ils avaient 16 ans. C'était des secondes, 15-16 ans. Et il y en a un autre, il y a eu plusieurs moments de tension. Il y en a un qui m'a dit à un certain moment, on a fait craquer votre collègue, on vous fera sauter. Donc il y a eu des tensions. Et un jour, à un moment de tension, il y a une petite jeune fille toute timide qui est venue voir moi et a dit, monsieur, j'ai peur. Parce qu'elle sentait qu'il y avait une tension entre eux et moi permanente. J'ai exercé ce que je croyais être mon droit de retrait. Donc j'ai demandé à la classe de sortir. J'ai confié la classe au CPE, voilà. Et moi, je suis allé en salle des profs en disant que j'attendais maintenant une solution. Le lendemain, j'ai été convoqué à la direction des ressources humaines du rectorat de Paris. Le directeur des ressources humaines m'a écouté. Le surlendemain, quand je suis allé prendre mon poste, le censeur, le proviseur adjoint, comme on dit, m'attendait et m'a dit, monsieur Riandel, vous avez une suspension à titre conservatoire. Vous rentrez pas dans le lycée. Je lui ai dit, vous permettez, je vais bousculer un peu. Je lui ai dit, je vais dire adieu à mes élèves. Je suis allé voir mes élèves. Donc c'était une autre classe, Et certains élèves ont voulu me soutenir. Ils ont voulu monter un comité de soutien. Et celui qui dirigeait ça, c'était un jeune musulman très bien intégré, il s'appelait Kamel. Il m'a dit, monsieur,
c'est pas parce qu'il y a une bande d'imbéciles qui provoquent que c'est à vous de payer. Je lui ai dit, vous vous occupez pas de ça, c'est une affaire que je vais régler moi-même. Et donc, j'ai appelé l'après-midi les ressources humaines. Je suis tombé sur l'adjointe du directeur des ressources humaines. Je lui ai dit, c'est quoi cette suspension? Elle m'a dit, c'est une suspension à titre conservatoire. C'est pas grave, vous êtes payé et tout. Mais je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, bon, c'est comme ça. Donc moi, j'ai essayé pas de donner motivation, suspension et voilà. Apparemment, je gênais. Oui, il y avait une situation. Alors, je précise que j'avais fait remonter un rapport au proviseur dans lequel je disais que des gamins avaient des fréquentations et allaient sur des sites qui étaient dangereux. Donc, j'avais un peu introduit la problématique islamique, mais très peu parce que j'étais moi-même très politiquement correct à l'époque. Donc, et j'avais surtout peur d'être stigmatisé. Voilà. Ou de faire le jeu de... etc., et de faire le jeu de... Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait des recours. Le rectorat ne me répondait pas. J'ai demandé une enquête. J'étais prêt à fournir des témoins. Ça n'a pas eu lieu. Et je suis allé au tribunal administratif. On nous a demandé des rapports. Donc moi, j'ai raconté ce que je vous raconte. Et là, le rectorat n'a pas repris la formule suspension à titre conservatoire. Ils ont dit réorganisation administrative. Donc, le tribunal administratif a classé le dossier. D'accord. Et 4 ans. Alors, j'ai passé 4 ans, effectivement, moi j'étais assez perturbé par l'affaire. Je comprends. J'ai passé 4 ans à chercher à comprendre l'islam, à chercher à comprendre. Donc, ce livre en est le fruit. Et alors, il y a un autre épilogue. 4 ans après, en 2015, je suis allé au Conseil d'État parce que l'ancien recteur de Paris, que je jugeais que c'était lui n'est peut-être pas intervenu. Lui, je pense qu'il est déçu de tout. Comme on disait dans ma famille, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc je considérais que c'était le principal responsable. Je suis allé au Conseil d'État où il avait été nommé et je lui ai porté ce livre dédicacé. J'ai écrit en gros pour votre information et j'ai signé. Et j'ai accompagné d'une petite lettre dans laquelle je lui rappelais mon affaire, en disant que c'était quand même quelque chose de très sérieux, surtout que le livre venait de paraître. Nous étions en 2015, nous étions 4 mois après Charlie Hebdo et 6 mois avant le Bataclan. Et cet ancien recteur, il m'a très gentiment répondu en me disant qu'il était désolé que ça m'affectait comme ça, et que il m'a expliqué qu'effectivement c'était pas une suspension compensatoire, mais que à titre conservatoire, pardon, mais que c'était une réorganisation administrative et que pour me faire comprendre que finalement j'avais un peu monté la mayonnaise, mais il n'a pas dit un mot sur l'islam, alors que moi c'était le sens de mon combat. Donc j'ai été seul dans le déni, avec l'impression d'avoir découvert quelque chose, d'avoir ressenti. J'avais l'impression d'un fossé, d'un gap, comme on dit en anglais, d'un fossé. Mais alors, Bruno Riondel, vos collègues professeurs, le rectorat, tout ça, vous êtes senti seul pendant cette histoire? Je me suis senti seul quand j'en ai parlé de mes collègues. Alors déjà, quand on était ZR, on passait l'année. Donc on n'est jamais formidablement intégré. Et mes collègues, certains l'ont pris en riant, en me disant, mais te rends compte, t'es en vacances dès le mois de mai. T'as ton salaire, t'as tes vacances, tu vas pouvoir en profiter. Et là, je me suis dit, mais ils sont complètement engoncés dans le matérialisme. Je leur parle de quelque chose qui est peut-être dramatique pour l'avenir, et ils raisonnent en termes de vacances et de salaire. Alors, je précise que j'étais sur 2 postes. Donc, le rectorat aussi a précisé que de l'autre poste, j'ai continué ma mission. Oui, je comprends. Donc, en disant qu'effectivement, j'étais pas suspendu, il y avait réorganisation. Alors, en prenant de la distance par rapport à ça, et vous en parlez dans votre livre, puisque je rappelle le titre, encore une fois, un livre que je recommande, L'école, l'islam et l'histoire à l'heure de la mondialisation. Quand même, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, il faut le dire, encore une fois, il ne s'agit pas de généraliser, d'accuser tout le monde et de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais est-ce qu'on a, dans l'éducation nationale, parce que ça fait 20 ou 30 ans que ça existe, tout ça, c'est pas même en 2005, et c'est pas en 2005 ou en 2015, le rapport Aubin, je le rappelle, date de 2004, les territoires perdus de la République de 2002, donc c'est pas... Et quoi, il y a eu, en fait, à votre avis, je m'adresse aux professeurs d'histoire-géographie, enfin d'histoire, c'est un déni, c'est une volonté de ne pas voir, c'est le pas de vague, c'est quoi qu'il y a eu dans l'école? Moi, je crois qu'il y a une conjonction de phénomènes. Il y a d'abord un déni, certainement, il y a une incompréhension. Ensuite, l'école, elle peut pas tout. L'école, elle vit au rythme de la société. Si les politiques ne prennent pas le dossier en main, c'est pas l'école qui est une école dont le personnel est un personnel fonctionnaire qui va pouvoir aller au-delà de ce que font les politiques. Et les politiques manquent de courage, faut le dire. Depuis aujourd'hui, on mesure combien cette question
de la problématique islamique aurait dû être posée depuis 25 ans, 30 ans, et elle ne l'a pas été. Et aujourd'hui, le prix à payer est peut-être beaucoup plus lourd qu'on l'imagine encore. Et c'est à votre avis lâcheté, électoralisme, alors les politiciens, oui, je pense que c'est de l'opportunisme, c'est de l'électoralisme, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que nous, on est enfermés dans ce que j'appelle la pensée matérialiste. Donc on explique tout par le culturel, l'historique, le psychologique, le sociologique. Et quelque part, ça nous rassure, mais je crois que ça crée une forme de déni. Et quand vous avez face à vous des gens qui ne sont pas dans la pensée intellectuelle, mais qui sont dans une espèce de foi radicale du Moyen-Âge, c'est un autre esprit. Eux, ils ne se rassurent pas, ils sont prêts à mourir pour leur foi. Donc pour eux, quelque part, nous n'existons pas. Donc on n'a pas pris la stratégie et la pensée face à cela. C'est un problème spirituel. Alors, la spiritualité peut être négative ou positive. Attendez, c'est spirituel ou c'est guerrier? Pardon. C'est guerrier, mais il y a quand même un fondement spirituel. Quand des gens sont prêts à mourir pour Dieu, il y a une dimension spirituelle. Pour ce qu'on leur a dit de leur foi, hein, attention, pour Dieu. Enfin oui, pour leur image de Dieu. Voilà, mais la spiritualité peut être négative aussi, ou positive. Donc dans ce cas-là, c'est un vécu négatif d'une foi. C'est évident. Mais je crois qu'ils sont quand même dans cette capacité de sacrifice, cette capacité de mourir en n'ayant aucun intérêt pour le monde matériel. Et donc notre pensée matérialiste ne rassure que nous. Donc on est quelque part dans une bulle pendant qu'un danger est en train de grossir avec une force que l'on n'imagine pas. Donc cette capacité matérialiste nous désarme, on est désarmé. On est désarmé, je crois qu'on maintient le déni. Et je vais plus loin, dans l'éducation nationale depuis 2015, il y a eu effectivement beaucoup d'initiatives sympathiques pour déradicaliser, pour repérer les cas, les radicaux. Mais tout ça, c'est pour nous rassurer. On ne pose pas le vrai problème. Et d'ailleurs, les gens qui sont pris dans ce genre de commission, c'est tous des gens qui fonctionnent de la même façon. Je dirais que c'est un peu bisounours ou c'est des idéologues. Angélique, oui, c'est ça. Moi, mon livre, je l'ai envoyé aussi à la direction des ressources humaines. Je me suis porté volontaire pour être chargé de mission sur des questions liées à l'islam. Ils m'ont jamais répondu parce qu'ils savaient très bien que mon discours était peut-être dérangeant et allait peut-être bousculer des certitudes. Vous n'avez pas demandé que pour être déradicalisé, caresser un hérisson dans l'autre sens du poil, vous vous rappelez? Enfin, c'était certaines opérations de déradicalisation, mais je voudrais vous dire, est-ce que le vrai problème à ce moment-là, posons la question brutalement, est-ce que c'est pas nous aussi, enfin nous, en tout cas un certain nombre de gens, prêts à mourir aussi pour des idées qui ne sont pas les mêmes? Est-ce que, je veux dire, face à ce genre, les élèves que vous avez eu ou d'autres, ou malheureusement c'est une minorité, mais une minorité agissante. Vous savez très bien, l'histoire, c'est pas à vous que j'enseignerai ce que c'est que les minorités agissantes et le pouvoir qu'ils peuvent prendre à n'importe quel moment. Que faire pour nous? C'est quelle forme de résistance ou d'opposition pour des gens qui ne sont pas dans cette idéologie? Alors, il faut partir de l'idéologie, justement. Et je crois que j'avais avancé une solution dans le livre il y a 5 ans, c'était de créer un véritable débat. Mais pas un débat sur les valeurs de la République, comme l'avait dit Châtel lors du débat Sarkozy, un débat sur la nature de l'islam. Parce que je crois que le problème fondamental, c'est que si un musulman va au bout de la logique jusqu'au sacrifice, il ira jusqu'au sacrifice. Pourquoi? Parce que le Coran est considéré comme incréé. Donc s'il est considéré comme incréé, vous ne pouvez pas bouger une virgule. Et il y a les versets problématiques qui appellent au meurtre du mécréant. Donc si vous allez au bout d'une foi, vous allez aller jusqu'à l'imitation, jusqu'à l'incarnation. Mais beaucoup de musulmans ne sont pas du tout d'accord avec ça. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont musulmans culturels, ils pratiquent une morale. C'est comme les chrétiens. Vous avez des chrétiens culturels qui vont à la messe à Pâques. Vous en avez d'autres qui restent dans une forme de morale. Mais ceux qui vont jusqu'au bout de la foi chrétienne, eh bien, ils vont terminer dans un monastère comme moine contemplatif. Et l'aboutissement absolu, c'est le Padre Pio avec les stigmates. Donc, c'est des gens qui sont justement dans la réalisation du Christ et qui ne font pas de mal. Si vous allez au bout, si vous voulez incarner le personnage de Mahomet, qui est un djihadiste, c'est le premier des djihadistes, eh bien, forcément, je crains que pour certains esprits, ça puisse aller jusque-là. Et donc, il faut peut-être poser la question de ce Coran incréé qui empêche la remise en cause de certains versets problématiques. Et ça, c'est un débat national, avec des politiques, avec des universitaires, avec des musulmans. Il faut absolument donner la parole aux musulmans. Et pourquoi pas des gens d'autres religions. Pour moi, je crois que c'est ça la base pour crever l'abcès aujourd'hui. Oui, vous voulez dire en fait mettre tout sur la table,
le problème que vous posez, c'est vrai, c'est un problème mondial en plus, ce n'est pas un problème français, hein. C'est un problème mondial et il faut le poser. Et je crois, pour en avoir discuté, que beaucoup de musulmans sont d'accord pour mettre tout sur la table. Donc effectivement, il faut le faire. Et en tout cas, votre livre y participe. Voilà. Je peux dire encore un petit mot ? Oui, allez-y. Voilà, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on peut, avec un certain nombre de musulmans, travailler ensemble pour mettre les choses sur la table. Et s'ils sont capables d'affronter ce que je disais précédemment, je pense qu'il y a là peut-être un levier qui peut être très utile. Utile. Merci beaucoup Bruno Riondel, je rappelle un professeur au lycée Louis-le-Grand d'histoire-géographie et auteur de ce livre Considérations inconvenantes sur l'école, l'islam et l'histoire à l'heure de la mondialisation, et c'est aux éditions L'Artilleur. André Berkoff, on vous retrouve dans quelques instants pour la culture dans tous ses états.